Paris, 1622. On baptise en l'église Saint-Eustache Jean-Baptiste Poquelin. Son père et sa mère viennent de familles de bourgeois commerçants liés à la tapisserie, c'est-à-dire les grandes tentures destinées à couvrir les murs des maisons et des châteaux. Nous sommes sous le règne de Louis XIII. Dans les années 1630, c'est Pierre Corneille qui triomphe au théâtre avec des comédies et surtout des tragédies. Une de ses plus célèbres tragédies sera Le Cid. Molière poursuit de bonnes études au collège de Clermont, qui depuis est devenu le lycée Louis-le-Grand. Puis il commence des études de droit, devient avocat, on le devenait assez facilement à l'époque, et abandonne cette carrière qui ne lui convient pas. À 20 ans, il essaie autre chose et exerce la charge de valet tapissier ordinaire de la chambre du roi, dont il a hérité de son père, ce qui lui vaut d'accompagner le roi Louis XIII dans un de ses voyages. Mais que veut dire exactement être valet tapissier ordinaire de la chambre du roi? En fait, c'est quelqu'un qui est chargé de déplacer les tapisseries, de les accrocher, les décrocher. Quelqu'un qui s'occupe du mobilier. Une centaine de personnes étaient employées à la chambre du roi, dont 32 tapissiers et valets ordinaires. Cela ne lui convient pas plus. À sa majorité, il reçoit sa part dans la succession maternelle, 630 livres, à peu près 6300 €. Il renonce à sa charge à la cour, qui sera transmise à un autre des enfants de son père, et qu'il recevra à son tour quand ce fils mourra. Lui veut faire tout autre chose, il veut faire du théâtre. 1643, Jean-Baptiste Poquelin signe un contrat avec une dizaine de personnes, dont 3 membres de la même famille, la famille Béjart. C'est la naissance de la première troupe de théâtre dans laquelle il va jouer, l'Illustre Théâtre. 1 an plus tard, Jean-Baptiste Poquelin prend pour la première fois son pseudonyme de Molière. Mais la troupe n'a pas beaucoup de succès face aux grandes troupes de théâtre déjà bien installées, protégées par les grands, le roi, qui joue Corneille, les auteurs à la mode. Les difficultés financières s'accumulent, l'Illustre Théâtre fait faillite. Et Molière, poursuivi par ses créanciers pour dette, est mis en prison quelques jours. Cette même année, Louis XIII meurt. Louis, le XIVe, devient roi de France à 5 ans. Molière, lui, en a 21. Une fois sorti de prison, il part, avec ses amis, en province pour une dizaine d'années. Il jouera un peu partout en France. C'est là qu'il commence à bâtir sa réputation de comique en jouant sur des tréteaux les pièces des autres, et notamment les farces de la Commedia dell'arte dont il admire le jeu et l'efficacité. Vous voyez ici des personnages typiques de la Commedia dell'arte, les valets, le jeune premier, le vieux docteur. La troupe séjourne à Grenoble, puis à Lyon, où un de ses comédiens épouse une jeune danseuse de foire, promise à une belle carrière, marquise de Gorla, qui deviendra célèbre sous le nom de marquise du Parc. À Pézenas, près de Béziers, le prince de Conti, ancien frondeur retiré en province, protège la troupe qui prend son nom. La troupe de Molière devient la troupe de Monseigneur de Conti. 4 ans plus tard, Molière commence à écrire et joue ses propres pièces, d'abord l'étourdi, puis le dépit amoureux. Mais voilà que son protecteur décide de se convertir à la religion la plus austère. Il fait supprimer la pension qu'il avait accordée à Molière et s'en prend de façon très tenace au théâtre et aux comédiens. Et Molière repart de nouveau sur les routes. Lyon, Dijon, Grenoble pour le carnaval. À Rouen, il rencontre Corneille. Puis, c'est l'arrivée à Paris. En 1658, il a 36 ans, sa carrière va enfin commencer. C'est Monsieur, frère du roi, qui va protéger la troupe et donner l'opportunité à Molière de jouer devant son frère, le roi Louis XIV. Il joue une pièce de Corneille, mais la façon dont il joue la tragédie ne plaît pas du tout au roi, ni à la cour. Molière vient faire l'orateur à la fin du spectacle, s'excuse d'avoir voulu s'égaler au plus grand, et annonce une farce de sa composition, Le Docteur amoureux,
qui fait rire tout le monde, y compris le roi. C'est gagné. En récompense, le roi lui accorde la salle du Petit Bourbon, où sa troupe jouera en alternance avec les comédiens italiens, ceux que la reine-mère Anne d'Autriche adore, et où Molière peut rencontrer et s'inspirer du célèbre Scaramouche. Il y crée Les Précieuses Ridicules, et c'est un grand succès. Puis Sganarelle ou Le Cocu imaginaire, qui reste 3 mois à l'affiche. Mais avec le succès viennent aussi les problèmes. Les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne et ceux du Marais, les troupes concurrentes dont vous voyez les emplacements ici, essaient de récupérer des acteurs qui jouent chez Molière, alors que son théâtre, en pointillé jaune, est démoli pour agrandir le Louvre. Mais ça ne marche pas. La troupe reste soudée autour de Molière et se retrouve en janvier 1661 dans la nouvelle salle du Palais Royal. C'est là qu'il créera ses grandes comédies. En bon chef de troupe, il accepte aussi des invitations plus privées. On le trouve ainsi en août à Vaux-le-Vicomte. Il est invité par Fouquet et crée la pièce des Fâcheux, juste avant que le roi Louis XIV fasse arrêter Fouquet. Avec cette pièce, il crée le genre de la comédie-ballet, théâtre mêlé de danse et de musique. On s'est parfois demandé quel était le public visé par Molière. Eh bien tout le monde, que ce soit le parterre, plutôt populaire, qu'il fait rire de ses pitreries. Le parterre, ce sont ces gens qui sont debout devant la scène, et souvent très remuants, mais il fait rire également les gentilshommes de la cour dont il va partager la vie, puisque, célèbre et enrichi, il s'installe dans un appartement en face de son théâtre. Ici, vous voyez le Palais Royal, qui est à côté du Louvre, et Molière avait son théâtre dans une des ailes de ce palais. Louis XIV, lui, est en train de commencer les travaux au château de Versailles. Au Louvre, il nomme pour diriger toute la musique de la cour un violoniste et compositeur italien qui fait partie de l'orchestre royal depuis une dizaine d'années déjà, le florentin Jean-Baptiste Lully, avec qui Molière va créer de nombreuses comédies-ballets. 1663. Molière se marie avec une de ses comédiennes, la toute jeune Armande Béjart, petite sœur de Madeleine Béjart, avec qui il a fondé l'illustre théâtre. Molière a 41 ans, Armande en a 23. Pour les festivités de fin d'année, notre comique crée l'École des femmes. Scandale. Molière joue Arnolphe, le ridicule vieux barbon qui veut épouser une trop jeune fille. On lui reproche de ridiculiser l'éducation traditionnelle des filles et les préceptes de la religion. Il répond 6 mois plus tard par une pièce très moderne, La critique de l'école des femmes, où il met en scène des personnages en train de parler, de réfléchir sur la pièce d'un certain Molière. Mais la polémique continue, on fait chanter une chanson insultante où on l'accuse d'avoir épousé sa propre fille. On va même s'en prendre physiquement à lui. Pour se moquer d'une des répliques d'Agnès, le duc de la Feuillade, ayant invité Molière à lui faire la révérence, lui prit la tête et, dit un témoin, en lui disant « Tarte à la crème, Molière, tarte à la crème », il lui frotta le visage contre ses boutons qui, étant fort durs et fort tranchants, lui mirent le visage en sang. Le roi tranche la querelle en accordant à Molière une substantielle pension de 1000 livres. Molière fera rejouer en suivant l'impromptu de Versailles, où il se met en scène lui-même avec ses comédiens pour dire ce qu'il pense de la comédie, cet art où le but est de peindre les mœurs sans vouloir toucher aux personnes, où tous les personnages sont des personnages en l'air qu'il habille à sa fantaisie pour réjouir les spectateurs. On le voit dans son rôle de chef de troupe, de metteur en scène, soucieux de la diction naturelle de ses comédiens. Molière est un travailleur infatigable. Boileau dit de lui « Est toujours mécontent de ce qu'il vient de faire, il plaît à tout le monde et ne saurait se plaire. » Molière a maintenant 42 ans. Le roi est parrain de son fils, qui ne vivra que quelques mois.
Il est très célèbre, il fait jouer des farces, il organise les plaisirs de l'île enchantée à Versailles, où il joue 4 de ses pièces, dont la première version de Tartuffe. Et au Palais Royal, à Paris, sa troupe joue la première pièce d'un jeune auteur de ses amis, Jean Racine. C'est l'époque où Jean de La Fontaine fait publier plus ou moins clandestinement des nouvelles très légères en vers. L'Église, qui condamne les nouvelles de La Fontaine, s'en prend violemment à Tartuffe, comédie qui raille l'hypocrisie religieuse. Un des personnages féminins ressemblait en plus à la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, qui soutient la Compagnie du Saint-Sacrement, une sorte d'organisation religieuse très rigoriste. Comme Molière ne peut pas faire jouer Tartuffe, il écrit une nouvelle pièce, mais cela ne va pas arranger ses affaires. Ce sera Don Juan, la pièce où le fameux libertin édicte sa profession de foi à son valet Sganarelle. À son valet, qui lui demande « Mais à quoi croyez-vous donc ?» Don Juan répond « Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8. » Don Juan est précipité dans les flammes de l'enfer, certes, mais ce qui est dit est dit. Le texte est censuré dès le lendemain, joué 15 fois avec grand succès, et disparaît de la scène, peut-être pour des problèmes techniques. Il ne sera rejoué que censuré, après la mort de Molière. Et le texte ne sera rejoué en entier, sans censure, pour la première fois, en 1947, presque 300 ans plus tard. Le roi a-t-il apprécié Don Juan? Nous n'en savons rien. En revanche, il accorde à Molière une pension de 7000 livres, ainsi que le titre de troupe du roi. Molière est au fait de sa gloire. Voici quelques-uns de ses comédiens. Madeleine Béjart, Armande Béjart ou Mademoiselle Molière, Mademoiselle de Brie et Marquise du Parc. Chez les garçons, Lagrange, qui a eu la bonne idée d'écrire au fur et à mesure les contes, les costumes, les décors pour chaque pièce, Ducroisy, qui jouait les jeunes premiers, et les rôles comiques avec Brécourt et Berthelot, dit Gros René. Sans oublier bien sûr Molière. Voici les portraits qu'en dressent 2 contemporains. Molière n'était ni trop gras ni trop maigre. Il avait la taille plutôt grande que petite, le port noble, la jambe belle. Il marchait gravement, avait l'air très sérieux, le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts. Et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. Il se fit remarquer à la cour pour un homme civil et honnête, ne se prévalant point de son mérite et de son crédit, s'accommodant à l'humeur de ceux avec qui il était obligé de vivre, ayant l'âme belle, libérale, en un mot, possédant et exerçant toutes les qualités d'un parfait honnête homme. Quoiqu'il fût très agréable en conversation lorsque les gens lui plaisaient, il ne parlait guère en compagnie, à moins qu'il ne se trouvât avec des personnes pour qui il eût une estime particulière. Cela faisait dire à ceux qui ne le connaissaient pas qu'il était rêveur et mélancolique. Racine, lui, est beaucoup plus opportuniste. Alors qu'il a donné le monopole pour sa tragédie Alexandre à Molière et à sa troupe, il va la faire jouer en même temps à l'Hôtel de Bourgogne, qui joue mieux la tragédie, sans avertir Molière. Et en plus, il part avec Marquise du Parc, avec qui il a une liaison publique. C'est la rupture. Molière et Racine s'estimeront toujours, mais ne se côtoieront plus. Les années suivantes, Molière fait jouer des pièces très différentes. Grande comédie sérieuse avec le misanthrope, la farce du médecin malgré lui, et il essaie de faire rejouer Tartuffe sous le nom de l'imposteur. Immédiatement interdit. C'est dans ces années-là que Jean de La Fontaine publie ses premiers livres de fables, avec le succès que l'on sait. 1669, Molière a maintenant 47 ans. On lui autorise enfin la représentation de Tartuffe, après 5 ans de tracasseries et de censure.
La pièce connaît un très grand succès, avec un record de recettes. Puis il crée des comédies joyeuses avec des intermèdes musicaux, dansés, dont Le bourgeois gentilhomme, qu'il joue pour la première fois pour le roi au château de Chambord. Ou bien Les fourberies de Scapin, sans négliger la grande comédie avec les femmes savantes. Il y caricature un certain abbé Cotin, qui était important à Paris, et qu'il ridiculise en Tricotin puis Trissotin. La mort de Molière fait presque partie du patrimoine du théâtre mondial. Voici les faits. Molière, malade depuis longtemps d'une infection tuberculeuse, crée une pièce qu'il appelle Le Malade imaginaire et qu'il joue pour la première fois en février de 1673 au Palais Royal. C'est lui qui tient le rôle du faux malade. Une semaine plus tard, il joue pour la 4e fois sa pièce et refuse d'annuler la représentation malgré son état. Au cours du ballet final, Molière, assis sur son fauteuil, est pris d'une convulsion. Il est transporté dans sa chaise et meurt entre les bras de 2 religieuses qui résidaient chez lui. Il a demandé à faire venir des prêtres, 2 ont refusé. Le 3e arrive trop tard. Molière est mort sans abjurer sa profession de comédien. Il doit en principe être jeté à la fosse commune. Son épouse, Armande, va consulter le roi. Molière sera inhumé chrétiennement grâce à l'appui du roi, mais de nuit. Après sa mort, son théâtre revient à Lully. Armande et sa troupe vont jouer rue Guénégaud, dans le cercle entouré de noirs. Puis le roi va imposer à la troupe de Molière de fusionner avec celle du Marais, et ils joueront en commun. Cette nouvelle troupe va devenir la plus prestigieuse de France. Elle s'installera sous la Révolution dans un beau bâtiment sur l'emplacement de l'ancien théâtre de Molière, au Palais Royal, où elle existe toujours aujourd'hui. C'est la Comédie Française, que l'on appelle aussi Maison de Molière.